à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Piste Verte, premier épisode après les Jeux Olympiques de Piste Verte. Donc on va revenir sur les différentes compétitions. C'était un petit week-end de compétition, il n'y avait pas notamment le biathlon, le bobsleigh c'est fini, mais voilà, c'était un petit week-end par rapport à ce qu'on va avoir ensuite. Où il y aura beaucoup plus de sports et de disciplines et où ça va être un peu rock'n'roll, surtout avec les Paralympiques, pour que je suive tout ça. Mais j'essayerai de regarder le maximum de compétitions. Là, il y a quelques compétitions que j'ai pas vues, mais alors c'était très léger. C'est vraiment la semaine où j'ai vu le plus de choses. Voilà, si vous voulez savoir, vraiment, j'ai raté, je crois, une épreuve de combiné nordique et une épreuve de saut à ski chez les filles. Sinon, j'ai à peu près tout vu. Alors parfois j'ai vu sur le slalom par exemple, il y a un des slaloms où j'ai vu que les meilleurs. Voilà, j'ai pas vu tous les participants, mais j'ai essayé au moins de regarder un minimum de compétition. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. C'était également le dernier week-end où on avait les Russes. Ça a été quand même très particulier dans certaines disciplines. Alors je rappelle qu'il devait y avoir normalement du ski cross, mais que le ski cross se déroulait en Russie. Autant vous dire que la compétition a été annulée, même si la FIS a mis beaucoup de temps avant d'annuler la compétition. On a failli quand même avoir une compétition avec seulement 6 Russes. Et puis du côté des autres épreuves, ça a été une ambiance très particulière. On sent que, par exemple, au niveau du ski de fond, les Russes n'étaient pas forcément dedans. Et puis il y avait quasiment pas d'Ukrainiens également sur les compétitions suite à l'invasion de la Russie en Ukraine, enfin la guerre entre la Russie qui tente de rentrer dans le territoire ukrainien. Je ne sais pas si vous avez vu cette information également, parce que à partir de demain, on est sur les Paralympiques, je rappelle. Je vais pas faire de vidéo, même de présentation des Paralympiques, ça sera dans la vidéo de la cérémonie d'ouverture, parce que vu que la cérémonie d'ouverture va faire qu'1h30, ça sent la cérémonie d'ouverture de merde, surtout vu ce qu'on a vu en Chine, donc on fera une présentation un petit peu du programme pendant cette première vidéo. Juste pour préciser que les Bélarusses et les Russes, qui dans un premier temps étaient autorisés à participer sous bannière neutre, ne participeront pas. Il y a quand même quelques nations, je dirais l'Allemagne, la France notamment, qui ont fait un peu pression. Et je pense que le CIO aussi a fait pression sur le Comité international paralympique pour interdire la présence des Russes et des Bélarusses dans cette épreuve. On commence tout de suite donc avec les différentes compétitions. Donc là, sur cette semaine-là de compétition de piste verte, on a encore des Russes. On commence par le ski de fond. Il y avait des épreuves de sprint à Lahti et puis une épreuve également de distance avec un 15 km et un 10 km style classique, donc la même épreuve qu'aux Jeux Olympiques. Du côté de Lahti, donc en Finlande, et puis du côté du sprint, triplé suédois chez les filles, qui, on rappelle, sont quand même très très fortes au niveau du sprint. C'est vraiment un petit peu leur spécialité aux Suédoises. Avec Jonna Sundling devant Emma Born Dahlqvist, donc en plus, Sundling qui a été encore très très forte. Quatrième, Jessie Liggins, qui a un peu plus de mal. Alors, elle fait déjà le tour de ski, elle est un petit peu en retrait. Je l'avais trouvé très en forme, moi c'était du côté de Ruka en tout début de saison. Mais c'est Jessie Liggins qui a eu des Jeux Olympiques à la limite entre le moyen et le correct. Vraiment, Dahlqvist, Ribom, Sundling, les Suédoises, et Lampic, 5e devant Neprayeva, qui est quand même rentrée en finale, la leader de la Coupe du Monde. Et on peut dire que les Norvégiens ont vraiment milité pour que les Russes ne participent pas aux compétitions de ski de fond. Je ne suis pas sûr que c'était juste pour amour du peuple ukrainien. Il faut quand même rappeler qu'il y avait encore Anna Divik et Hagström. Anna Divik, qui, je rappelle, est la fille qui passe à chaque fois comme lucky loser. C'est-à-dire que souvent, quand il y a un lucky loser, c'est quand même Anna Divik. Aux Jeux Olympiques, je rappelle qu'elle est rentrée en finale. En quart, déjà, je crois qu'elle est lucky loser. C'est quand même assez exceptionnel. Il n'y avait pas de Française dans cette compétition, Léna Quintin. Il n'y avait pas de Française même à Lahti. Dans cette épreuve, il n'y avait que des garçons. Du côté des garçons, la victoire pour Johannes Klebe, juste devant Lucas Chanava.
Ça s'est joué vraiment d'un rien, hein. Ça s'est joué au jeté de pied pour Lucas Chanava, qui a vraiment fait une belle compétition, une belle épreuve. Il avait envie de se refaire, hein, parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques ont quand même été compliqués pour lui, pas sélectionné dans l'épreuve par équipe, pas médaillé sur l'épreuve individuelle. C'était pas des jeux simples. Et il avait envie de se montrer. Et puis je rappelle que lors des prochains Jeux Olympiques, ça sera du skating. Là, je suis sûr. J'ai vérifié plusieurs fois. Donc à part s'il y a un changement de dernière minute. Mais voilà, donc Lucas Chanava, il sait que là, pour l'équipe de France, ça sera important. Et j'espère que cette contre-performance, hein, du côté de Pékin lui servira énormément pour ces Jeux Olympiques. Il y avait donc il s'impose devant Sindre Bjørnstad. Il y avait également Richard Jouve, Renaud G et Arnaud Chotan. Belle performance d'Arnaud Chotan qui au final termine 10e de la compétition, car il est éliminé en demi-finale et qui donc marque ses premiers points en Coupe du Monde. Il finit quand même devant Pellegrino. C'est quand même pas rien. Richard, lui, finit 7e, premier temps des non qualifiés, en 3 minutes 10, hein, et donc Richard Jouve, lui, finit 7e de cette compétition, et Renaud G était le premier éliminé des quarts de finale, donc 13e. Parmi les éliminés en quart, faut quand même noter par exemple Bolchunov, par exemple Terantev. Les Russes n'ont pas bien performé, hein, sur cette semaine. Ça montre que du côté de l'opinion russe, surtout du côté des Russes de l'étranger, je dirais, qui connaissent un petit peu le monde en dehors du microcosme russe, n'est pas forcément totalement convaincu par cette guerre, j'ai l'impression. Et surtout que la situation, il y a haine anti-russe, je pense surtout dans les pays scandinaves, va rester très 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 longtemps. Sinon, il n'y avait pas d'autres Français qui ne seraient pas passés lors des qualifications. Donc voilà, plutôt belle performance de la part de cette équipe de France. Sur le sprint, il y avait également, donc comme je vous ai dit, le 10 km classique. Victoire de Thérèse Joog, du duel entre les spécialistes du ski de fond, les plus polyvalentes. Il y a eu quand même un énorme match entre Neprayeva et Joog, parce que Neprayeva était en tête pendant une grande majorité de la course, et Joog l'a vraiment sauté sur le fil. Donc vraiment belle performance de la part de la Norvégienne, qui bon voilà, est quand même en tête également, très performante sur la Coupe du Monde, qui vu que Neprayeva va pas pouvoir participer, être certainement la vainqueur du Grand Globe. Elle s'impose devant Parmakovsky et Niskanen, les deux Finlandaises. Je l'ai dit toujours, le classique, c'est quand même vraiment les Scandinaves et les Russes qui sont les spécialistes du style classique. Donc là, il n'y a pas de surprise, hein. Le top 6, 2 Suédoises, 2 Finlandaises, une Norvégienne et une Russe. Voilà, hein, c'est pas une surprise. Puis même 7e, Katarina Hennig, l'Allemande. Il n'y avait pas de Française au départ de cette épreuve. Du côté du ski de fond, les Françaises qui n'ont pas fait le déplacement du côté de Lahti, du côté des garçons. La victoire pour Iivo Niskanen, qui sur le classique domine depuis le début de saison, devant Klebe et Poroma. On a ensuite les deux Russes, Shervodkim et Bolchunov. Notre Français Richard Jouve fait quand même une belle performance avec la 18e place. Vraiment, il progresse énormément en distance, Richard, c'est intéressant. Il était déjà très polyvalent entre le classique et le skating, mais je trouve qu'il progresse vraiment très bien en distance également. Ça va être intéressant pour la suite de sa carrière. Surtout que je rappelle que cette épreuve-là, aux prochains Jeux Olympiques, ce sera du skating, le 15 km. Parmi les contre-performances sur cette épreuve, moi j'ai noté Terentev en 25e, Spitzov, également le russe 24, ce qui est pas incroyable du côté des Russes. Il y avait également Martin Collet, j'ai oublié de préciser, du côté des Français, qui finit 50e à 3 minutes. Bon voilà, il a fait sa course, c'est la nouvelle génération un petit peu pour la France, donc voilà, c'était intéressant d'en parler. Et c'est un Bélarus qui finit 66e sur 76, parce qu'il y avait Steve Iestand, qui est brésilien et qui est fini 67e à 10 minutes, hein. Il a fini bon dernier, voilà, un petit peu en grande difficulté.
Et donc voilà, niveau Niskanen, belle performance aujourd'hui sur cette épreuve du Finlandais. On passe au classement de la Coupe du Monde. Chez les garçons, c'est toujours Johannes Kleve qui est en tête devant Bolshunov, donc autant vous dire que le titre est joué déjà pour Kleve, en sachant qu'il ne reste plus que 4 épreuves de Coupe du Monde. C'est vrai qu'avec le mois de janvier qui a été... où les épreuves du mois de janvier ont été annulées, forcément ça a fait des grosses différences. Il est deuxième en distance, premier en sprint, mais en distance il n'y a que 5 points de retard sur Bolshunov, donc autant vous dire que c'est plutôt à son avantage. Et pour le gros globe, c'est fait. Donc deuxième Bolshunov qui va voir revenir sur lui, peut-être Niskanen. Il a 300 points d'avance sur Niskanen. Je suis pas sûr que ça suffise par rapport à Niskanen, Valnes et Goldberg. Richard Jouve, lui, est 8e derrière Spitsov et Yakimushkin, en sachant qu'il y a un peu plus de 70 points, un peu moins de 70 points d'écart entre Yakimushkin et Jouve, donc il va peut-être gagner des positions. Et puis Lucas Chanava est 13e, mais 3e sur le sprint, en sachant que le deuxième c'est Richard Jouve dans cette spécialité. Si on descend du côté des autres Français, Hugo Lapalu est 25e et Clément Paris est 35e, Renaud G 46e, 21e du côté du sprint, et Arnaud Chotan est donc 72e. On passe aux épreuves de sprint, non pas aux épreuves de sprint, donc qu'est-ce que je dis, aux épreuves de ski, avec le saut à ski qui avait lieu du côté de l'Autriche chez les filles à Isenbach. Alors ça m'a fait marrer comme un petit truc, je peux vous le dire. Ça n'a choqué absolument personne sur cette épreuve. J'ai oublié de parler des filles. Non, j'ai fait une bêtise sur le ski de fond, j'ai oublié de parler des filles. Oh là là. C'est pas bien ça. C'est Neprayeva, donc en tête toujours de la Coupe du Monde, devant Jessie Diggins, Eba Anderson, Heidi Weng et Krista Parmakovsky. Sauf que voilà, ça va être très serré vu qu'il reste du côté des filles. Encore 4 épreuves également, 300 points, un peu moins de 300 points. Ça va peut-être pas suffire pour Natalia Neprayeva, et Joog, elle est bien plus loin, mais Joog avait eu un début de Coupe du Monde un petit peu difficile, et puis elle n'a pas fait d'épreuve de sprint, Joog, elle ne fait que de la distance. Je repasse donc sur le saut à ski avec du côté d'Isenbach. Alors ça m'a fait marrer du côté d'Isenbach parce que on n'a absolument pas parlé dans cette épreuve du manque de neige. C'est-à-dire que autant quand c'est dans une dictature ça fait chez tout le monde, mais autant quand c'est en Autriche ça fait plus chez personne l'écologie. Parce que là, très clairement, c'était de la neige quasiment complètement artificielle, c'était de la soupe même, cette neige, c'était vraiment de la neige où les skis s'enfonçaient de 15 cm. Et surtout, il n'y avait pas de neige à côté du sautoir, donc ça montre bien que c'est pas un coin de neige. Du côté de l'Autriche, toute l'Autriche n'est pas forcément un coin de neige. La victoire du côté de l'épreuve par équipe du côté de l'Autriche, qui s'est imposée assez facilement sur la Russie et la Slovénie dans cette épreuve. Donc voilà, il n'y a pas eu trop de soucis. Le Japon, alors il faut savoir que la Slovénie qui a eu, je crois, une disqualification de sa 3e concurrente lors du premier saut. Disqualification qui avait fait énormément parler lors de l'épreuve par équipe mixte. Le Japon finit 4e devant l'Allemagne. La France ne participait pas à cette épreuve par équipe. Mais il y avait une épreuve individuelle également du côté d'Isenbach, même 2 épreuves individuelles. Alors la première, je ne l'ai pas vue. Celle du 26 février, c'était donc victoire de Ursa Bogataj avec 249.7, 22 points d'avance sur Nika Krishna. Et ensuite Lisa Eder, c'était un petit peu plus compliqué pour Marita Kramer qui finit 5e. Opset, la Norvégienne, finit 7e dans cette compétition. Et donc du côté des Françaises, il y avait Joséphine Panier qui a fini 24e de cette première épreuve avec 179.7. Et la deuxième française n'était pas présente, je pense, parce que non, elle n'avait pas dû se qualifier pour cette épreuve. Puis il y avait une deuxième compétition du côté d'Isenbach où notre deuxième française, Julia Claire, Sandy Claire c'était la cycliste. Julia Claire a fini 34e, donc n'a fait qu'un essai, qu'un saut.
Et Joséphine Pagny, elle a marqué son premier podium en Coupe du Monde. Alors c'est pas le premier podium de la France parce qu'il y avait eu avant Colline Mattel aux Jeux de Sochi. Mais voilà, Joséphine Pagny qui a fait son premier podium en Coupe du Monde. C'est la plus jeune même dans ce podium parce qu'elle est née en 2002, Joséphine Pagny. Donc elle a seulement 20 ans, à peine 20 ans. Elle a fini donc troisième de cette épreuve derrière Nika Krismar et Marita Kramer. Compliqué ce week-end de compétition pour Opset qui finit seulement 13e de cette épreuve. Ça a été un peu compliqué pour la Norvégienne, mais qui du côté de la Coupe du Monde, je crois, est toujours devant Opset. Et non, je dis une connerie, non, elle est que 7e. C'est Marita Kramer, c'est l'année dernière qu'elle a été bien classée. Marita Kramer, voilà, qui est en tête devant Krismar, Bogataj, Altaos et Joséphine Pagny qui remonte à la 9e place du classement général. Et pour Julia Claire, elle est 33e avec 58 points, la deuxième française. On passe, je remonte là, hop, du côté du classement par équipe du classement homme. Il y avait également une épreuve masculine. Hop, c'était du côté de Lati, du côté des garçons, et donc victoire sur le premier saut de Stefan Kraft devant Granerund et Piotr Zila. Elson Bichler, Geiger 4 et 5, Ryuyu Kobayashi seulement 7e, on va dire, et puis les frères Prevec 8 et 9. J'ai pas vu cette épreuve, donc je peux pas vous en dire plus. Moi j'ai vu la deuxième compétition de saut, là aussi, celle qui avait lieu la première, pardon, celle qui avait lieu le 26. Non, c'était la deuxième qui avait lieu le 26. Non, c'était bien la deuxième, je me suis pas gouré. Non, même celle qui avait lieu le 27. Oui, non, c'était le 27, c'était bien dimanche, parce que j'ai même vu en direct. Et donc c'est Kobayashi qui s'est imposé devant Granerud, Stefan Kraft, Geiger 5e, Fettner 6e, Essen Bichler 8e. J'ai même trouvé qu'Essen Bichler, sur son deuxième saut, il est pas très bien noté, j'ai trouvé. La compétition était assez serrée, parce que le top 10, vous regardez, c'est en 23 points que ça se tient, donc pour du saut à ski, c'est assez serré. Et Essen Bichler, je trouve que sur le deuxième saut, semble-t-il qu'il n'est pas... Enfin, que voilà, par rapport à la note, par rapport à la distance, j'ai eu du mal à comprendre. Stéphane Leyeux, l'allemand, seulement 16e. Konstantin Schmidt, 19e. Et puis Peter Prevec, seulement 25, mais c'est complètement raté sur son premier saut. Et sur le deuxième, là aussi, les notes n'ont pas été très bonnes pour le concurrent slovène. Et il n'y avait pas de Français au départ de cette épreuve du côté de la type. Il y avait également une compétition par équipe. L'Autriche s'est imposée devant la Slovénie et l'Allemagne, Norvège seulement 4e devant le Japon 5e. On passe au classement de la Coupe du Monde chez les garçons. C'est Kobayashi qui est toujours en tête, mais l'écart avec Karl Geiger c'est quand même réduit. On a maintenant une cinquantaine de points entre les deux. On retrouve ensuite Granerud, Lindvik, Essen Bichler 5e, Lanisek, Kraft, Jan Earl, Sene Prevec, Daniel Huber, c'est le top 10. Kylian Payer est 11e désormais, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais Kylian Payer, qui a vraiment des grandes difficultés en ce moment sur son saut, on l'a vu notamment aux Jeux Olympiques. Il y avait également du combiné nordique, avec 3 épreuves du côté du combiné nordique, un relais team sprint, 2 épreuves individuelles. Là j'ai vu les deux. Alors, j'ai pas vu le premier saut de l'épreuve individuelle, mais j'ai vu la course, et j'ai vu le saut et la course de la deuxième épreuve individuelle, et j'ai vu toute l'épreuve par équipe. Enfin, tout ce qui était diffusé en Allemagne. Parce que les 3-4 premiers n'étaient pas diffusés du côté de l'épreuve par équipe. Les 3-4 premiers sauteurs. Et les 5 premières minutes de la course. Voilà, qu'on sautait, je ne sais pas pourquoi. Franz Josef Rell s'est imposé devant Christian Ilves et Björnstad. C'est bien pour Christian Ilves. Qui a fait, je trouve, un meilleur ski de fond que d'habitude. Matteo Beau également 5e, donc sa belle performance aussi du français, qui a fait vraiment une épreuve très complète avec une bonne séquence de sauts. Et puis parmi les surprises, Ridzek 13e, Oftebro seulement 15e, Vincent Geiger 18e. Enfin, tous les leaders un petit peu se sont plantés, ce qui fait qu'on a un podium assez surprenant. On a quand même Antoine Gérard 28e, Laurent Mullenthaler est 17e
dans cette épreuve. Et puis Grabach seulement 29, donc voilà, un peu compliqué pour certains concurrents au niveau des performances, et même un Rieber, voilà, quatrième. Rieber, alors, il revient fort sur l'épreuve de ski de fond, mais pas suffisamment pour aller chercher les hommes devant. Donc ça a été voilà, très compliqué. Et puis il y avait également l'épreuve individuelle, donc voilà, la victoire pour Rieber devant Giger et Lamparter, devant Franz Josef Rell et Johannes Ritzek, Grabach, Oftebro, Feist, Erola et Watabe, qui finit 11e. Et du côté des Français, là c'était plus compliqué, Laurent Müllenthaler, Matteo Bo et également Antoine Gérard. Alors je rappelle également que sur la première épreuve, il y a eu des gros soucis de vent sur cette première épreuve. Donc voilà, il y a eu sur la deuxième, ça allait un peu mieux au niveau du vent du côté de Lati. Et puis voilà. J'ai pas plus d'informations à vous donner. Voilà, juste, voilà, c'est Rieber qui s'est imposé tranquillement. Il y avait également une épreuve par équipe, je vais y arriver, parce que là on est quand même à déjà 20 minutes de vidéo, il faut que j'accélère un petit peu le rythme. Victoire de la Norvège devant l'Autriche et leur Norvège, la deuxième équipe de Norvège. Les deux équipes de France finissent 7e et 10e. Cette épreuve qui m'a absolument pas passionné. Je me suis vraiment fait chier comme un rat là-dedans. Parce que il y avait d'énormes écarts très vite après le saut et c'était absolument pas passionnant. Alors déjà que la deuxième épreuve individuelle avec Rieber part avec, je crois, sur le troisième qui était Lamparter, part avec au moins 40 secondes d'avance. Alors là, c'était vraiment pas très intéressant cette épreuve par équipe, et donc forcément Rieber qui remonte un petit peu au classement sur Lamparter. Il y a 100 points d'écart encore entre les deux. Troisième Geiger devant Grabach, Ilves, Frenzel, Weber, Schmidt, Oftebro. Le premier français c'est Müllenthaler qui est 23e et Antoine Gérard est 35e et Matteo Bo est 46e au final au classement général de la Coupe du Monde. Je termine avec le ski. C'était le ski alpin, c'était le grand retour du ski alpin. Il y avait deux descentes du côté de Crans-Montana, et puis il y avait deux slaloms du côté de Garmisch pour les garçons, du côté de la descente. La première remportée un peu à la surprise par Esther Ledecker. Alors on sait que c'est une skieuse polyvalente, mais moi je m'attendais pas à ce qu'elle gagne sur cette descente-là, devant Bowinkel et Wetter, mais vraiment elle était très très forte. Sofa Goggia 12e devant Laura Gaucher qui avait fait des belles qualifications. Alors Laura Gaucher, il faut le préciser, elle était même première d'un des entraînements. Elle fait vraiment une belle saison quand même, Laura Gaucher, parce que je m'attendais pas à ce qu'une Française soit aussi bien classée. Vous allez me dire c'est loin, mais aussi bien classée sur les épreuves de vitesse, c'est assez intéressant. Romane Miradoli 19e, qui avait été plutôt très intéressante du côté de Garmisch Partenkirchen la dernière fois. Et puis il y avait Esther Pallier, qui a fini 42e de cette première descente, en sachant que Lara Gut n'a pas fini avec Noémie Colli et que Cara Weidel, elle, n'a pas pris le départ. Et puis il y avait une deuxième descente du côté des filles, c'était dimanche, là aussi, victoire de Priska Nuffer devant encore les DK qui étaient très à l'aise. Sofia Goggia est remontée 3e, Corinne Sutter 4e. Romane Miradoli 12 devant Laura Gaucher qui finit 18e. Laura Gaucher qui aura quand même des regrets parce que vraiment sur les entraînements elle était vraiment très performante et elle n'a pas réussi à concrétiser ça en course, donc il faudra comprendre pourquoi. Peut-être un peu trop de pression, enfin voilà, ça a été compliqué pour elle sur cette épreuve là, alors qu'elle avait fait encore une fois des très très beaux entraînements. C'était vraiment très intéressant de ce côté-là. Du côté des garçons, deux victoires pour Christopherson le samedi et le dimanche, devant Loïc Meillard et Emmanuel Feller le samedi, devant David Riding, le Britannique, qui est vraiment en ce moment très performant, je trouve. Enfin, il est quand même sur une saison assez exceptionnelle, le Britannique, et devant Linus Strasser, l'Allemand. Et pour Alexis Pinturo, deux fois dans le top 15, mais 12e
à chaque fois, 12e et 15e, voilà, pour Alexis Pinturo. Ça a été compliqué, et Steven Amiez, le fils de Sébastien Amiez, qui a fini 17e la première fois, et qui n'a pas fini le deuxième run. Attends, je dis peut-être une bêtise. Oui, non, il a même pas fini le premier run, voilà. Il a pas fini le premier run. Et il y avait également Théo Le Titre, qui n'a pas fini également ce run dans cette compétition-là, et Paco Arasat, en sachant que la télévision allemande ne montre que les 30 premiers. Donc voilà, j'ai pas pu voir les plus gros de ça. Donc j'ai pu les voir qu'en deuxième manche, quand ils se qualifient en deuxième manche, mais pas en première manche, parce que la télé allemande ne diffuse que les 30 premiers. Voilà, quand je vous disais que j'ai tout vu, mais j'ai vu tout ce que diffuse la télé allemande. C'est pareil pour la descente, ils diffusent que les 30 premiers. Enfin, les 30 premières concurrentes. Donc j'ai dû faire avec ce qu'il y avait. On passe au classement de la Coupe du Monde. Petite coupure due à la technique. Je suis obligé en fait de faire des coupures toutes les 20-25 minutes de vidéo, parce que sinon au niveau de l'encodage ça plante avec OBS, avec la nouvelle webcam. Elle est tellement puissante cette nouvelle webcam que ça a du mal à suivre des fois un peu derrière. Du côté de la Coupe du Monde de ski alpin, donc Petra Vlhova en tête à égalité avec Mikaela Shiffrin. On verra même comment Mikaela Shiffrin aura récupéré après le petit passage Coupe du Monde, le petit passage Jeux Olympiques qui a été compliqué. On retrouve ensuite Sofa Goggia, Brignonnet, Sarah Hector, Corinne Sutter, la première française, c'est Tessa Worley qui est 13e, la deuxième française, elle est un peu plus loin, elle est 31e, même c'est Romain Miradoli, et Laura Gaucher est 39e. Du côté des garçons, hop là, c'est que j'aille assez vite. Marco Odermatt qui est toujours en tête de la Coupe du Monde, mais qui devrait remporter le Grand Globe, même s'il reste encore 10 épreuves. Du côté des garçons, Kip de Hamotte est deuxième, Mathias Meyer pour le moment troisième, et puis Alexis Pinturo 8, c'est le premier français, Johan Claret deuxième français et 14e, et Clément Noël est 38. Voilà, Clément Noël qui a été un petit peu en difficulté ce week-end, mais il a bien fêté son titre du côté d'Albertville, avec notamment Jean-Claude Killy. Il y avait Jean-Claude Killy pour célébrer ce troisième titre français du côté de l'épreuve de slalom. Du côté des pistes vertes, donc à partir de demain, les pistes vertes, on attaque les Paralympiques, des pistes vertes spéciales Paralympiques. Donc demain, présentation un petit peu du programme des Jeux Paralympiques, plus débrief de la cérémonie d'ouverture. On reviendra également donc tous les soirs sur les résultats de la journée. Alors tous les soirs, je pense que ça sera vers 16h, parce qu'avec le Paris-Nice, je vais enregistrer les vidéos un peu tôt, et puis de toute manière, la plupart des compétitions s'arrêtent avant midi heure française. On reviendra également, donc piste verte la semaine prochaine avec Concholati, encore du ski alpin, du ski de fond et du combiné nordique également, du saut à ski. On va arriver sur les fins de ces compétitions-là, donc vraiment le match pour les globes qui va être important. Et puis il y aura de toute manière des pistes vertes, je pense, jusqu'à fin mars, où on aura notamment le patinage artistique et les championnats du monde vraiment fin mars. Donc je pense que la dernière vidéo piste verte de la saison sera fin mars. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment auprès de vos proches, sur les réseaux sociaux. Et donc nous on se retrouve donc dès demain pour les Paralympiques, et à la semaine prochaine pour Concholati, et puis toutes les autres compétitions. Allez, ciao sur l'Amérique Production.